Bien, contrairement aux apparences, nous allons commencer à l'heure. Ne croyez pas que ce cadre informel et décontracté va vous valoir 30 minutes de retard. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous dire notre joie, tout simplement, de vous retrouver pour cette deuxième édition des rencontres du Web 14-18, 2 ans après la première édition, qui nous avait réunis à la Gaîté Lyrique. C'était pas très loin d'ailleurs, c'était à quelques centaines de mètres d'ici, pendant 2 jours. Je voulais vous rappeler simplement en quelques mots que les rencontres du web sont le fruit d'une réflexion qui nous avait été amenée en 2014 par l'historien André Loez, qui est là aujourd'hui, qui sera là dans la première table ronde et que je salue, qui avait été le premier à attirer notre attention sur cette nouvelle dimension numérique de la commémoration, ce nouvel espace de commémoration sur le web, et qui nous avait invités à la fin de l'année 14, à la fin de cette première année d'ouverture du centenaire, à regarder de plus près ces nouvelles pratiques commémoratives sur le web, sur le net, et qui nous avait proposé de consacrer une journée au début de l'année 2015 avec les historiens, les archivistes, les journalistes, les généalogistes, les passionnés de la Grande Guerre, pour avoir une première journée de réflexion. Je voulais aussi saluer le travail qui avait été fourni l'an dernier par Marlène Fèvre, qui a été notre directrice éditoriale web en 2016, qui a passé le flambeau plus récemment à Richard Holding, qui prend des photos, qui fait semblant d'être photographe, mais en fait qui est le nouveau grand timonier des sites internet de la mission du centenaire, que je salue, et qui est donc à la barre de notre équipage numérique, mission et centenaire.org et dépendance. Je voulais aussi saluer les gens, les acteurs qui ont œuvré pour la conception de ces journées, puisqu'il y a un petit groupe de travail. Donc je salue Sandrine Offray, que je ne présente pas, quand même, enfin, je pense que chacun d'entre vous la connaît, mais qui intervient dans la table ronde ce matin. Michael Bourlet, qui ne peut pas être là, je crois qu'il enseigne aujourd'hui, mais que vous connaissez bien. Mathieu Stoll, que vous connaissez également. Stéphanie Trouillard, que je n'ai pas vu, mais qui doit être en chemin, j'espère, puisqu'elle anime une table ronde cet après-midi. Sophie Boudarel, Isabelle Degrange, Richard Holding, Laurent Vessière, qui sont donc les acteurs du petit comité, on va appeler ça comité de pilotage, on va être modeste, mais qui ont réfléchi à l'organisation de cette deuxième journée. Alors, on a un tout petit peu allégé le format en 2 tables rondes et 9 ateliers thématiques. La première table ronde, Hervé Lemoine, qui est à mes côtés, directeur des Archives de France, va vous en parler sans doute. Que peut-on encore numériser d'ici la fin du centenaire? Alors, évidemment, c'est sans doute le encore qui va attirer notre attention. Donc, ce titre fait écho au rapport que Laurent Vessière, conservateur général du patrimoine et directeur général adjoint de la mission du centenaire, a remis à notre ministre de la Culture, cher Hervé, sur la question de la numérisation. Alors, c'est un rapport de chartiste, mais accessible au bac +/-12, je vous rassure. Et c'est quoique rédigé par un chartiste, il est en 2 parties. Grand 1, l'État a beaucoup fait. Grand 2, l'État peut sans doute mieux faire. Voilà. Alors, et c'est de ça dont vous parlerez sans doute. Le rapport revient sur les grandes campagnes de numérisation. Voilà, il y a ici évidemment Aline Girard qui représente la BNF, les archives de France. Donc ce rapport est très intéressant. Je pense qu'il nourrira les réflexions sur tout ce qui s'est fait, tout ce que le centenaire a pu accélérer ou constater en termes d'initiatives de numérisation d'archives. Et puis évidemment, chez Hervé, il y a la question du encore, c'est-à-dire que reste-t-il à faire d'ici la fin du centenaire et peut-être au-delà sur cette question de la numérisation, de l'accessibilité, avec le point de l'organisation évidemment de l'offre des pouvoirs publics, pas que de l'État, au sens plus général, qui est vraiment un point important traité par le rapport de Laurent Vessière, qui va modérer cette table ronde. La deuxième table ronde, elle est très importante, elle est d'une certaine façon la raison d'être de ces rencontres, ce qu'on avait dit après la première édition, on essaye d'ouvrir à l'international. Le centenaire, c'est évidemment, au fond, le titre de cette deuxième table ronde, ça pourrait être « Le centenaire numérique a-t-il des frontières ?» On nous reproche, nous, souvent,
de faire un centenaire national. C'est-à-dire les historiens nous disent, vous avez du mal à vous déployer, au fond, chaque nation fait son centenaire, on fait de l'international, mais il n'y a pas véritablement un déploiement transnational. Le centenaire transnational, il est fait par les historiens, il est fait par les chercheurs qui voyagent, qui sont les vrais globetrotters de ce centenaire, il est fait par les conservateurs des musées qui échangent des œuvres, qui n'ont pas besoin qui ne travaillent pas dans les frontières. Et peut-être le centenaire numérique, c'est aussi un espace de liberté, enfin, tu vois, qui s'affranchit des frontières, qui sont celles de nous, modestes commémorateurs, qui devons travailler quand même pour des gouvernements et qui devons, voilà, notre rôle, c'est quand même de produire une commémoration nationale. Je voulais, voilà, cette question du centenaire international sur les numériques, elle est très importante. Vous avez tous sans doute vu, nous sommes à quelques semaines de la commémoration de Vimy, d'Aras Vimy. Vous avez vu nous attendons plus de 20 000 Canadiens en France avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Je pense que vous voyez sur le web énormément d'activités liées à ça, et pas que dans le Pas-de-Calais ou dans les Hauts-de-France. Ce centenaire digital des Canadiens, il est extrêmement présent avec la culture numérique des Canadiens. On a lancé il y a 2 jours, hier, le centenaire, l'acte 1 du centenaire franco-américain aussi, qui a une dimension digitale. Donc c'est aussi voilà, quelque chose qui nous intrigue. Et évidemment, il y a toutes les pratiques scientifiques derrière, au-delà évidemment du simple trafic généré par les commémorations, qui est un sujet très important sur lequel vous allez revenir cet après-midi, modéré par donc Stéphanie Trouillard, que je ne présente pas, enfin qui est l'une des principales agitatrices du net, du web 14-18. Les 9 ateliers sont, je crois, vraiment importants. On a les grands sujets, les grands projets que nous connaissons bien maintenant qui seront présentés. Évidemment, la base de données, je ne vois plus Martine Aubry, si elle est là, avec sa sœur, que tout le monde a remarqué. Il y a 2 Martine Aubry dans la salle aujourd'hui. Le grand mémorial, évidemment, autre grand dossier patrimonial avec numérique. Jean-Michel Gillot, qui est là, va nous faire un point aussi sur Un jour en poilu, donc l'indexation collaborative, évidemment, qui est le moteur derrière le grand mémorial, enfin le moteur voilà, qui fédère des usagers autour de cette initiative. J'oublie beaucoup de choses, mais il y a des nouveaux aussi, donc je voulais quand même saluer rapidement le guide en ligne des archives départementales des Côtes-d'Armor, qui va nous être présenté par la directrice des archives. Ah voilà, je savais que j'allais me tromper. C'est Ille-et-Vilaine. Pardon. Pourtant, j'ai rayé pour remettre Côtes-d'Armor. Donc c'est Ille-et-Vilaine. On a, pardonnez-moi, les usages numériques donc à l'historial de Péronne, qui vont vous être présentés par le directeur Hervé François, que je salue. La base de données pour les testaments de poilus, qui est une initiative nouvelle, en tout cas qui n'est pas dans notre radar, qui va nous être présentée. On me fait des gestes désespérés, chère madame. Dans un atelier également. Un jeu pédagogique aussi. N'oubliez pas qu'à travers Canopé, la communauté éducative, la communauté pas que à travers Canopé, d'ailleurs, mais à travers les comités académiques, enfin, tout le dispositif pédagogique dans la communauté éducative est fondamental pour cette offre aussi centenaire. Et puis un web documentaire archéologique qui va être également présenté en atelier. Donc c'est très riche. J'ai oublié le MOOC, cher Jérôme Dumont, du mémorial de Verdun, qui est quelque chose également de très important dans les initiatives un peu dans notre radar. Donc je crois qu'il y a un bon équilibre entre les choses déjà bien engagées, bien identifiées par vous, par la communauté des acteurs 14-18, et puis de nouveaux venus que nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Voilà, je vais passer la parole tout de suite à Hervé Lemoine. Je voulais vous redire vraiment que ces rencontres sont pour nous quelque chose de très important. J'avais été frappé à la Gaîté Lyrique de voir que beaucoup d'entre vous se rencontraient pour la première fois physiquement, alors que vous passez vos journées à vous tout retweeter chacun et à vous interpeller à coups de hashtags divers et variés, mais que vous ne vous fréquentiez pas physiquement dans des lieux. Ça avait été assez amusant de voir ça à la Gaîté Lyrique. Donc ce lieu, c'est évidemment un espace de dialogue pour nous et vous, mais c'est surtout un lieu de rencontre entre vous qui êtes les acteurs. Nous vous regardons, nous vous scrutons quotidiennement, puisque vous relayez la vie du centenaire au quotidien, dans vos pratiques professionnelles puis dans vos pratiques personnelles. Donc nous sommes vraiment très redevables de cela, de votre engagement dans ce centenaire. La vocation des rencontres, c'est vraiment de réunir les chercheurs, les historiens, les généalogistes, les amateurs, les institutionnels, les professeurs, les militaires, tous
ceux qui s'intéressent à cette mémoire de la Grande Guerre. C'est notre communauté. Voilà, vous êtes aussi notre base, notre soutien numérique pour animer ce centenaire dans ce nouvel espace que nous prenons extrêmement au sérieux, nous, dans l'animation. Voilà, de ce centenaire. Guillaume Demorand viendra conclure cette rencontre. Il est au 2e rang. Il va prendre des notes toute la journée pour ensuite nous restituer ça très brillamment. Je voudrais remercier Richard Holding et que j'ai salué, qui continue à prendre des photos avec son téléobjectif, Justine Lossignol, qui est sa collaboratrice, qui ont organisé ces rencontres, Sophie de Villiers, notre responsable de la communication, que je ne vois pas encore, Christine Gourielec, qui est notre secrétaire générale adjointe, et évidemment toutes les équipes de Nouma pour leur accueil. Et je cède la parole à Hervé Lemoine, que vous connaissez tous, directeur des Archives de France. Merci. Monsieur le directeur général de la mission du centenaire, cher Joseph, mesdames, messieurs, chers amis, je ne vais pas être trop formel parce que je pense que le lieu se prête pas vraiment à ce type d'exercice et je vais donc essayer d'avoir le ton le plus naturel possible, comme vous l'avez eu, cher Joseph, et parce qu'on dit finalement autant de choses que lorsqu'on a un discours un peu trop formaté, même si celui qu'on m'a préparé est tout à fait remarquable, je dois le dire. Je vais pour autant d'ailleurs essayer de bien m'en tenir aux éléments importants que je dois vous dire et que je partage avec beaucoup de passion et d'intérêt depuis plusieurs années, et notamment beaucoup des projets que vous avez évoqués, cher Joseph, montrent combien effectivement cette commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale du point de vue de la diffusion numérique, du travail effectivement, de tout type de travail qu'on peut développer grâce au numérique, combien on a investi, le réseau des services publics d'archives, en tout cas, ont investi ce domaine. Alors c'est vrai que vous avez eu la gentillesse de dire tout le monde connaît Hervé Lemoine, je ne sais pas si c'est tout à fait le cas, mais en tout cas, le directeur des Archives de France est parfois un terme un peu compliqué derrière lequel les gens ne savent pas trop ce qu'il y a. En fait, il y a derrière le réseau des services publics d'archives en réalité, c'est-à-dire les archives nationales et les archives départementales, mais aussi les archives communales. Donc c'est un grand réseau national qui est national parce qu'il est territorial, et c'est ce qui donne notre capacité à agir aussi et à proposer en tout cas une offre en termes culturels ou en termes de sources pour la recherche, une offre très très proche aussi du citoyen. Mais évidemment, l'éruption du numérique nous a encore plus ouvert, je dirais, à tout type de recherche ou à tout type permis de démultiplier en quelque sorte les lecteurs, chercheurs fréquentant nos services, et de ce point de vue-là, ça a été une révolution considérable. Une étude récente, je vais vous donner ce chiffre parce que je crois que c'est très intéressant, montre que quand nous avons maintenant un lecteur dans une salle de lecture d'un service d'archives, ça veut dire que nous en avons en même temps 140 qui sont branchés en ligne sur un des sites internet du même service. Donc ça, c'est assez significatif. Alors, histoire, archives, patrimoine, aujourd'hui, effectivement, rime de plus en plus avec numérique, innovation, coopération, et c'est ce qui explique que nous nous sentions nous-mêmes archivistes et même archivistes paléographes, finalement assez bien dans cet élément aujourd'hui du numérique. Et en plus, on voit que pour ce qui est des initiatives ou des projets mémoriels comme celui du centenaire, on voit que la concurrence a fait place à la coopération, et je dois dire que c'est aussi une des réussites de cette commémoration, de cette mission du centenaire, que d'avoir permis de fédérer beaucoup d'énergie et de donner de la lisibilité au niveau national et international à toutes les actions que nous avons pu tous entreprendre. Alors, c'est vrai que il est traditionnel qu'une commémoration comme celle aussi importante du centenaire de la Première Guerre mondiale donne création, soit disons
que soit rendue nécessaire la création d'une structure ad hoc pour porter cette commémoration. Mais comme je l'ai dit, la mission du centenaire, à bien des égards, par son action, a été à l'initiative de projets assez originaux, je crois, et assez intéressants, notamment dans le domaine du numérique. Et c'est ce qui nous réunit aussi un peu particulièrement aujourd'hui. C'est ce qui fera l'objet, notamment de la première table ronde. Nous avons eu beaucoup de colloques, beaucoup d'expositions, beaucoup de reconstitutions, évidemment aussi. Il y a eu énormément de manifestations qui ont été labellisées par la mission du centenaire, et le réseau des archives publiques on a largement contribué à tout cela, mais ce qui fait quand même l'originalité, je crois, du travail qui a été entrepris par la mission, ça a été le fait que le numérique, sous toutes ses déclinaisons, a été tout de suite un acte assez structurant et important du programme pluriannuel que vous avez décidé de construire et de nous proposer, en quelque sorte. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel, puisque c'est cette dimension qui a permis une participation du public, des publics, je crois, beaucoup plus large qu'elle n'aurait été sinon, autrement. Et on a pu dépasser du coup le premier cercle des historiens et des passionnés en associant beaucoup plus largement, je crois, les citoyens qui souhaitaient contribuer ou réfléchir à ce qu'avait été effectivement la Grande Guerre. Et donc c'est un endroit ici, cet espace où on parle beaucoup de coworking, de travail partagé. Je suis obligé de dire ça parce que quand même il y a la délégation à la langue de France dans le ministère et nous commençons demain la semaine de la francophonie. Donc si je dis trop de mots en franglais, je vais me faire épingler, comme c'est filmé. Voilà, donc nous sommes ici effectivement dans un des temples du travail partagé, et je crois qu'il y a eu beaucoup effectivement de projets liés à la commémoration de la Grande Guerre qui ont bénéficié de cette espèce d'interaction, d'itération permanente entre des citoyens, des chercheurs, des curieux et les institutions ou les structures municipales, les collectivités, enfin bref, ou l'État, qui se sont engagés par ailleurs à développer une offre intéressante. Alors, c'est vrai que, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, déjà un des projets forts que nous avons essayé de porter avec la mission du centenaire et avec la Bibliothèque nationale de France ont été les deux grandes collectes de documents en 2013 et 2014, deux grandes collectes de documents en main privée. Donc nous avons invité tous les citoyens à regarder dans leur grenier, dans leur placard, dans leur cave, dans le pire des cas, ce qu'ils avaient conservé ou ce qu'ils avaient comme en termes de documents, de photographies, de carnets, de journaux personnels, et qui pouvaient effectivement apporter une coloration plus humaine, plus personnelle à ce qu'avait été ce conflit, puisque derrière cette communauté de destin, en réalité, on a des millions de parcours singuliers. Et notre difficulté, nous, services publics d'archives, souvent, c'est d'ailleurs d'établir ce rapport entre, d'essayer de faire comprendre qu'une communauté de destin, c'est effectivement des millions ou des centaines de milliers aussi de destinées et de parcours singuliers. Ça, c'est toujours ce rapport du particulier au plus général et quelque chose qui est évidemment très essentiel pour nous, d'où cette grande collecte, qui a eu des effets formidables, puisqu'on a collecté près de plus de 300 000 documents. En fait, en réalité, même un peu plus que ça, mais il y a 300 000 documents collectés qui ont été numérisés et mis en ligne sur le site de la Grande Collecte 14-18. C'était un projet également soutenu par Europeana. Et donc, vous voyez que là, on a utilisé pleinement le potentiel, enfin l'outil que nous donnait le numérique, que nous proposait le numérique, pour tout de suite faire aussi une restitution au public et donner une visibilité pour le grand public à cette action. Et ça a été très important parce que les gens comme ça avaient bien la conscience de contribuer très concrètement à un enrichissement des sources que nous possédions déjà sur la Grande Guerre. Joseph Zimet a évoqué plusieurs projets dont on va reparler aujourd'hui, et qui vont eux-mêmes, je dirais également, contribuer ou qui contribuent à la densification, à une offre encore plus élargie, et à aussi une association encore plus importante des
des citoyens à nos projets. Je pense évidemment à la base des morts pour la France et à l'opération Un jour un poilu, et également aux nombreux services départementaux d'archives qui sont engagés dans la constitution du projet national du grand mémorial des poilus. Voilà, ce sont des projets qui vont, là encore, permettre d'associer plus de monde et de fournir aussi plus de matériaux de connaissances pour la Grande Guerre. Alors, moi, je suis très heureux, évidemment, de voir que nos services publics d'archives ont participé et continuent à participer largement à ce mouvement. Et on pourrait dire que de ce point de vue-là, on est définitivement passé de l'autre côté de la colline, si j'ose dire. Je ne sais pas si c'était une colline ou une montagne, enfin, je ne sais pas. Bon, enfin, bref, il y avait, disons, peut-être un mur, en tout cas symbolique, qui fait qu'on imaginait que les archives, ce n'était jamais que de l'analogique, si j'ose dire, et notamment que du papier, dans le meilleur des cas, parfois de la photographie. On oublie que la photo, ce sont des archives aussi, mais là, véritablement, on a complètement, je dirais, donc franchi cette colline ou abattu ce mur, enfin bref, selon la métaphore que vous retiendrez, pour complètement investir ce territoire. Et de ce point de vue, c'est vrai que le rapport de Laurent Veissière, remarquable, je ne dis pas ça parce que c'est un ami aussi, mais il se trouve qu'il est excellent et que donc nous allons en faire notre feuille de route. Donc le rapport de Laurent Veissière concluait sur le fait que, certes, énormément de choses avaient été faites et plutôt bien faites, même si parfois on avait encore un petit peu de difficulté à, je dirais, donner de la visibilité, de la cohérence à toutes les entreprises qui avaient été faites, parce que quand on a effectivement beaucoup d'entreprises, et il faut s'en réjouir, et beaucoup d'initiatives prises, c'est vrai que le revers là de la médaille parfois, c'est du coup la difficulté de pouvoir restituer de la cohérence, ou en tout cas de donner à comprendre tout ce qui se fait, tant les initiatives sont nombreuses et diverses, donc on a un effet un peu paradoxal qu'il y a une très grande richesse d'un côté, mais parfois elle est difficile à appréhender et à restituer. Donc on a l'impression, à tort et à raison parfois, qu'on y est allé un petit peu en ordre dispersé, en tout cas dans les services publics d'archives, même si nous on a essayé évidemment aux Archives de France toujours de dresser les plans d'un jardin à la française, mais c'est vrai que au bout du compte on est plutôt un jardin à l'anglaise. Alors ça a son charme aussi, hein. Ce sont des jardins plus fleuris que les jardins à la française. Bon, donc voilà. Donc il y a beaucoup de pépites, beaucoup de fleurs, beaucoup de ressources, mais elles méritent d'être effectivement peut-être mieux organisées, mieux valorisées, et c'est un travail sur lequel il va falloir évidemment nous pencher. Mais l'avantage, c'est que nous avons quand même déjà des masses d'informations considérables mises en ligne. J'évoquais, enfin, c'est Joseph Zimmet qui évoquait le grand mémorial, évidemment, avec les 8 millions à terme de fiches de combattants de la Première Guerre mondiale mises en ligne. Comme vous le savez, en plus, l'avantage de ces feuillets matricules qui seront donc, je l'espère, à l'achèvement de la commémoration entièrement mise en ligne, ces feuillets matricules permettent de se reporter aux journaux de marche et opérations de toutes les unités combattantes que nous avons également numérisées et mises en ligne dans le cadre du site Mort pour la France. Et donc, ça va permettre à chacun de retracer en quelque sorte le véritable parcours de guerre de son aïeul ou de son parent. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, puisque effectivement, souvent, dans la mémoire que nous pouvons avoir d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père ayant fait la Première Guerre mondiale, on est en revanche bien incapable souvent de dire est-ce qu'il était sur la Somme, est-ce qu'il a connu Verdun, est-ce qu'il a participé à telle ou telle opération. Finalement, on le sait pas ou peu. Donc, grâce à ce travail, c'est vrai que chacun va pouvoir, en quelque sorte, éditer une sorte de journal de marche et opération de son aïeul et retrouver quel a été son parcours. Et évidemment, il pourra aussi l'enrichir, c'est l'objectif que nous poursuivons à terme, de photographies, de correspondances, et on pourrait imaginer à terme créer des communautés de descendants d'hommes qui étaient dans les mêmes unités, donc engagés sur les mêmes terrains, dans les mêmes conflits. Enfin, bref, on voit qu'il y a beaucoup de déclinaisons en termes de projets après ça qui pourraient être extrêmement intéressantes. Alors évidemment, le rapport de Laurent Veissière parle aussi
et ça va être un des sujets de la table ronde, qui va venir de tout ce qui reste également à numériser, de tout ce qu'on peut imaginer. Et il y a beaucoup de pistes, je dirais. Et également, évidemment, aussi se pose la question de la pérennité de tout ce travail. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe, nous, tout particulièrement, et sur lequel je pense que on aura sûrement beaucoup à travailler aussi avec vous. C'est que parfois, on s'engage dans des projets sur lesquels on dépense beaucoup d'énergie. Alors, ça passe par de la numérisation, ça passe par de l'indexation collaborative, ça passe par le développement d'applications qui permettent du web sémantique et donc des recherches beaucoup plus approfondies. Mais la pérennité, la durabilité, je dirais, de ce travail dans le temps est pas toujours assurée parce que, eh bien, on ne prend pas garde au fait que tout le numérique a beau être effectivement relativement virtuel, ça a un coût. Ça nécessite des compétences, ça nécessite un investissement sur le temps long, tout autant qu'un bâtiment d'archives ou une bibliothèque, je dirais, d'une certaine façon. Et donc ça, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte, et le rapport de Laurent Veissière très explicitement dit aussi qu'il faudra s'intéresser à la pérennité de toutes les sources et de tous les outils que nous allons créer. Et ça, c'est quelque chose auquel il faudra évidemment ensemble réfléchir. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai déjà été certainement beaucoup trop long, mais ça, c'était le versant, je dirais, négatif du fait de m'être affranchi d'un texte qui était certainement beaucoup plus court. Donc, vous avez gagné en spontanéité ce que vous avez perdu en temps. Bon, c'était comme ça. Je voulais juste vous dire quand même que, parce que nous sommes à l'aube également de la création d'un bel outil, je crois, qui sera le lancement du portail France Archives. Et je ne vous donne pas la date parce que vous risqueriez de vous précipiter sur Internet et vous seriez déçus parce que vous savez bien que avant que les grands moteurs de recherche ne référencent nos pages et nos pages profondes, il faut un peu de temps. Donc je ne vous dirai pas la date, c'est pas encore en ligne de toute manière. Mais disons que dans les semaines qui viennent, nous allons lancer le portail France Archives qui mettra à disposition donc du plus large public possible, puisque ce sera le public des internautes, tous les instruments de recherche des services publics d'archives en France. Alors, nous sommes en période de montée en puissance, mais nous avons près de 40 000 instruments de recherche qui seront déjà sur ce portail et donc évidemment avec les technologies du web sémantique, donc ça permettra évidemment d'atteindre les pages profondes après ça des sites internet des services publics d'archives, ce qui n'était pas possible aujourd'hui, et ça sera évidemment un complément, un outil de recherche absolument extraordinaire. Nous ne sommes qu'à un tiers de notre puissance en termes de développement, c'est-à-dire que nous avons encore 2/3 des instruments de recherche à intégrer à notre moulinette, si j'ose dire, qui est le portail France Archives. Et déjà, vous voyez, vous avez près de 40 000 instruments de recherche qui donnent accès à près de 11 millions de références. Et nous avons déjà, en termes de notices biographiques, enfin de références nominatives dans le portail, plus de noms qu'il y en a sur le Wikipédia France. Donc ça vous donne une idée de la puissance de l'outil, mais surtout aussi de la richesse des fonds d'archives conservés en France depuis des siècles, je dirais. Et ça permet évidemment d'avoir des très grandes et de très belles surprises, de faire de très belles découvertes, puisque on a fait déjà beaucoup d'essais, et où par exemple, je vous donnerai qu'un exemple, mais on a tapé château de Chantilly. Bon, bah, qui sait qu'il y a un dossier très intéressant, ou qui savait qu'il y avait un dossier très intéressant du château de Chantilly aux archives départementales du Cantal. Vous voyez, c'est pas forcément évident, voilà. Mais je pourrais démultiplier les exemples comme ça, et c'est ce que va permettre cet outil. Et il est évident que pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, ben là aussi, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous sommes en train de faire, nous aurons, grâce à l'interrogation permise par France Archives, nous aurons la possibilité d'enrichir encore, je crois, les recherches et les connaissances que nous pouvons avoir sur des fonds
concernant l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et c'est un phénomène, c'est un processus qui va aller encore en s'accélérant. Bref, voilà, j'ai été définitivement trop long. Je voulais en tout cas toutes et tous vous remercier beaucoup. Je vous citerai pas, Joseph Zimet l'a très bien fait, mais j'ai vu en l'entendant que c'était vraiment toute une équipe à la fois pluridisciplinaire et provenant de beaucoup d'institutions différentes qui s'étaient associées pour la réussite aussi de ces journées, de ces tables rondes. Donc je vous remercie, je m'associe entièrement au remerciement de Joseph Zimet pour votre engagement et votre, je dirais, voilà, détermination à porter avec nous ces projets. Une nouvelle fois, je crois que c'est ça qui est assez fascinant, c'est que grâce à la mission du centenaire, on a pu quand même de façon, quand même, je trouve très satisfaisante, structurer énormément d'événements de nature différente, et donc on a pu avoir à la fois sur le versant commémoratif, mais sur le versant aussi beaucoup plus, je dirais, lié à la recherche fondamentale. On a eu également beaucoup donc d'offres et on aura encore beaucoup d'événements qui vont venir et qui vont permettre de soutenir notre travail. Donc ça, c'est très important. Mais une nouvelle fois, l'originalité, la grande originalité de tout ce qui a été entrepris, c'est la dimension essentielle du numérique. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très 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 singulier. C'est la première fois que ça prend cette échelle, je dirais. Et donc là, on voit qu'une nouvelle fois, on a basculé ou on est passé de l'autre côté du mur ou de la colline. Et ça, c'est très important. Et on voit pour autant que même s'il y a donc beaucoup de choses de faites, on est à l'aube de beaucoup d'autres, je crois, et c'est ça qui est très passionnant, de beaucoup d'autres projets, puisque le propre des sources que nous collectons, que nous conservons, que nous commençons à numériser, à mettre en ligne, à indexer, etc., on voit qu'il y a des démultiplications extraordinaires à attendre grâce à des outils nouveaux, grâce à des projets nouveaux, et ça, c'est à vous que ça sera à vous de jouer, je dirais, d'une certaine façon. Voilà. Merci beaucoup, et puis très très bonne journée. Je vais pouvoir assister au début de la première table ronde, et puis je me sauverai, mais en tout cas, très très bonne journée et beaux travaux. Écoutez, merci beaucoup, cher Hervé. J'appelle à la barre Laurent Vessière et les membres de la première table ronde. Voilà, et je passe le relais. Merci.